Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S611 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 8 juin 2023. Nous sommes toujours avec le photographe et réalisateur Bernard Bertrand pour parler du rendu ciné en vidéo. C'est le moment du débrief qui vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Bernard, si on devait essayer de résumer les informations importantes à retenir de tout ce que l'on s'est dit pendant le grand débat. Première question, c'est quoi une image cinéma ? Alors, comme on l'a évoqué, ça va être surtout un format d'image. C'est-à-dire qu'on va effectivement, si on veut un rendu immersif à l'image de l'image cinématographique, on va plutôt opter vers un format de 2,35, d'accord ? Donc le cinémascope. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'on doit shooter absolument en cinémascope avec des optiques anamorphiques. On peut très bien envisager de shooter en 16:9 par exemple et apposer des masques qui vont donner deux bandes, une en haut et une en bas. Ok. Ensuite, effectivement, ça va être la maîtrise de ces fameux flous de bouger. Si on va avoir quelque chose qui se rapproche le plus des flous de bouger naturels, si je bouge la main rapidement devant toi, tu vas voir effectivement ma main ne sera pas nette. Si on veut avoir ce type de rendu, on va effectivement utiliser la fameuse règle de l'obturateur de 180 degrés qui revient à systématiquement doubler la cadence d'enregistrement pour obtenir sa vitesse d'obturation. Ça, c'est une chose, et ça va impliquer inévitablement qu'on doit se tourner absolument vers un accessoire externe, à savoir le filtre ND variable. Oui, ça veut dire si on choisit concrètement une vitesse de 24 images secondes, on va tourner à 1,48 IM de seconde. Si on Ce choisit qui n'existe pas. 50p, ouais, ce sera le centième. Voilà quoi. C'est une règle Voilà, comme ça, donc, mémotechnique, qui est pas mal. Et avec les filtres ND, on peut la conserver même quand il y a beaucoup de lumière. Définition, codec, profondeur de codage, cadence d'acquisition. Est-ce que tu pourrais nous donner un choix raisonnable de format d'enregistrement suffisamment souple pour pouvoir travailler confortablement en post-production ? alors ça, c'est une très bonne question, et si on veut véritablement avoir une vraie souplesse sur le banc de montage, on va dire, eh bien, on va toujours privilégier ce qu'on appelle des formats d'enregistrement all-intra. Ça veut dire que quand je parlais par exemple de l'Apple ProRes qui est présent sur le S5 II Mark X, ben en fait l'Apple ProRes va être de ce qu'on appelle du all-intra, ce qui veut dire que chacune des frames qu'on capture est une image clé entre guillemets, alors que la plupart du temps on va enregistrer dans ce qu'on appelle du long GOP. Donc, long GOP, J-O-P. Donc, G-O-P veut dire en fait group of pictures, ça veut dire un groupe d'images. En l'occurrence, dans ce cas-là, qu'est-ce que va faire le codec justement ? C'est qu'il va prendre une image clé, ok ? Et puis, il va en prendre une plus loin, 15 images plus loin, il va prendre une autre image clé. Et entre les deux, il va faire une espèce de travail d'encodage au travers d'images bidirectionnelles et prédictives. Et donc, en gros, ces images-là sont réellement fabriquées par le codec. Et ça, il faut vraiment en être conscient. Alors, des marques comme Panasonic, par exemple, qui utilisent du long GOP depuis très longtemps maintenant, véritablement maîtrisent le sujet. Je peux vous assurer qu'il est même difficile sur des sujets classiques, ordinaires, de voir la différence entre un film qui a été tourné en all-intra et du long GOP, tellement que ce codec est, je dirais, maîtrisé. Mais dans le mot codec, on a les notions, donc CO pour compression, et DEC, donc DEC, pour décompression. Donc en fait, le codec va travailler en amont, dans la caméra, pour compresser le fichier, et le codec doit être installé sur l'ordinateur, et il est dans tous les cas maintenant aujourd'hui, c'est plus du tout le problème. Il y a 10 ans ou 15 ans, on avait des problèmes de codec et de compatibilité, c'est plus le cas aujourd'hui. Mais en gros, il va falloir qu'on ait aussi le travail du codec qui va lui décompresser le fichier lorsqu'on est sur le banc de montage. Et donc effectivement, quand on a dans ce cas-là un CPU, et là je ne parle pas de GPU, donc je ne parle pas de carte graphique, mais véritablement de CPU, donc la puissance de l'ordinateur, si on a un CPU qui est un petit peu limite, il faut véritablement privilégier un enregistrement en all-intra, parce que là, dans ce cas-là, dès qu'on va faire une coupure dans son plan, par exemple, de toute façon, on est entre deux images clés. Vous l'avez compris, si à un moment donné, on coupe un endroit dans notre clip et qu'on est entre une image prédictive ou bidirectionnelle, il faut qu'il recalcule tout pour qu'à l'endroit de la coupure, il aille nous mettre deux nouvelles images clés à l'entrée et à la sortie. Donc en gros, je dirais que travailler en long GOP, si on a un CPU qui est un petit peu faiblard, ça va être laborieux. On va avoir une timeline
timeline qui ne déroule pas de manière tout à fait, je dirais, organique et flexible, alors que si on a un All Intra, ça sera beaucoup plus facile pour un ordinateur qui n'est pas gonflé au niveau de son CPU. Par contre, effectivement, j'anticipe la demande de Benjamin, si on shoot en All Intra, on va avoir des fichiers beaucoup plus lourds. Oui, beaucoup plus lourd, mais de toute façon, tous les hybrides, loin de là, ne proposent pas du All Intra. D'ailleurs, même tu parlais du Lumix S5 II X qui, lui, le propose, mais ce n'est pas le cas du S5 II, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas le cas du S5 II, mais c'est le cas du GH6, par exemple. Donc, Oui, effectivement, c'est quand même une tendance de plus en plus fréquente. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, et c'est mon cas d'ailleurs, quand je shoot avec le S5 II, qui ne propose pas du All Intra, ben, je sors du HDMI, j'enregistre sur un Atomos Ninja 5 par exemple, et lui va enregistrer en Apple ProRes, et je peux même faire de l'Apple ProRes 422 10 bits HQ. Là, du coup, je bypass quelque part le travail de codec interne au boîtier, puisqu'en fait, je sors de l'HDMI en 422 10 bits. Oui, mais là, sur un enregistreur externe, c'est encore une autre logique. Ouais. Oui, tout à fait, mais ça permet quelque part de bypasser un petit peu la limitation d'un boîtier, et du coup, ça ouvre des perspectives. Ok. C'est vrai. Bernard, c'est quoi une bonne optique ou on va dire une bonne série d'optiques pour la vidéo? Alors, de manière très claire, ça va être justement les longueurs focales qui vont correspondre au plan qu'on a la plupart du temps besoin de faire. Ça veut dire plan serré, plan moyen et plan large. Donc du coup, ça va correspondre, je dirais, ça dépend un petit peu des envies, mais je dirais que très certainement un 85 pour le plan cadré, un 50 qui est toujours une optique absolument formidable. Le 50 mm, c'est l'optique standard, on va dire, pour un full frame. C'est une optique vraiment à avoir. Et je dirais, pour le grand angle ou pour les plans larges, là, je disais, ça varie un petit peu en fonction des affinités, mais je naviguerai entre le 24 et le 35, par exemple, si on doit se limiter à 3 optiques. En tout cas, les vidéastes résonnent en focale fixe, vraiment. Ça, c'est ce qu'on retient. Et par contre, par rapport à ce que tu dis, précisons aussi que beaucoup de boîtiers, que ce soit chez Sony et notamment Lumix, en 4K, 50p, recadrent 1,5 fois quand même. Hein. Donc, il faut en tenir compte dans le choix de la focale aussi. Tout à fait, oui, tout à fait. Ça, c'est tout à fait pertinent. Il faut tenir compte effectivement de la nature du fonctionnement de son boîtier pour envisager effectivement plutôt un 35 plutôt qu'un 24. Maintenant, effectivement, j'aurais tendance à aiguiller, je dirais, le débutant vers des focales fixes. Pourquoi? Parce qu'en fait, en fonction de son budget, il va dire aujourd'hui, je prends le 50. Je fais un peu de job, rentre un peu de sous, dans 2 mois, j'achète un 85. Et donc, du coup, il peut être évolutif et ne pas faire d'erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que s'il prend une optique un petit zoom comme ça qui est pas trop bon et qu'avec une ouverture variable par exemple, ben c'est certain que dans 6 mois, quand il a rentré un peu de sous parce qu'il a fait quelques jobs par exemple, ben il va plus jamais l'utiliser. Alors que s'il investit dans un 50 parce qu'il est un petit peu limité de niveau budget, qu'il préfère acheter par exemple le S5 II X par exemple parce qu'il est gonflé en codec, il est vraiment taillé sur mesure pour de la vidéo, même du cinéma, je serais pas du tout étonné qu'il soit lui aussi sur la liste des caméras Netflix, comme ça a été pour son prédécesseur le S1H par exemple, qui fait partie des caméras Netflix. En tout cas labellisé caméra Netflix, je suis presque sûr que celui-là va l'être aussi, au vu de ses codecs et de ses possibilités. Ben, si on est limité un petit peu par rapport à son premier investissement, ben, on va se dire, je vais privilégier le boîtier en étant certain d'avoir du codec très lourd pour pouvoir faire de très bonnes choses, et je vais me limiter quelque part au niveau de mon choix optique. Je vais prendre par exemple un 50 mm 1.8 et un 35 par exemple, je me débrouille avec ça, et dans le futur, j'achète un 85. Maintenant, je dirais que moi, dans mon travail, j'utilise très très souvent le 24-70 2.8, qui est un bijou, mais c'est un budget, ça représente un budget, c'est peut-être pas avec celui-là qu'on va commencer d'emblée, mais si on achète par exemple un 24-70 2.8 qui est une merveille absolue, et qu'après on le complète avec le 70-200 2.8 là aussi, bah, du coup on a du 24 à 200, ouverture constante 2.8, avec une qualité optique totalement exceptionnelle, en fonction du prix, je veux dire, bah, franchement, voilà, mais c'est pas avec ça qu'on va commencer, quoi. Bernard, est-ce que tu penses que c'est important d'investir et de savoir utiliser un gimbal pour travailler ses mouvements caméra dans le but d'obtenir ce fameux rendu ciné? Alors, je pense que oui, c'est important parce qu'en fait, effectivement, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec l'opérateur Steadicam, aujourd'hui, les gimbals sont totalement démocratisés. Je pense qu'on a les premiers gimbals tout à fait convaincants aux alentours de 500 € qui permettent de faire des plans, mais vraiment incroyables. D'ailleurs, on peut aussi utiliser le gimbal en statique, c'est-à-dire qu'on peut aussi poser le gimbal, je dirais, sur son petit trépied. On peut le piloter avec l'application. Ça repousse vraiment, je dirais, les limitations des mouvements caméra qu'on peut
faire, qui n'étaient absolument pas accessibles dans le passé pour le vidéaste, qui deviennent vraiment tout à fait accessibles pour nous aujourd'hui grâce à ces outils. Alors moi, dans ma pratique, je l'utilise très très peu, pour être très honnête, parce que effectivement, mon travail est plutôt en studio, c'est plutôt de la beauté, plutôt de la mode, et depuis le GH5, je dirais que la stabilisation qui a encore beaucoup évolué, alors qu'elle était déjà incroyable sur le GH5, ben, me permet vraiment de travailler comme je le fais. Si vous allez voir sur ma chaîne YouTube, vous me verrez travailler. Je suis souvent l'appareil à deux mains et je fais plutôt mes déplacements très soft comme ça sur les jambes en fait. Je balance un peu mon corps pour faire des plans beauté ou des plans assez cadrés sur des visages et je travaille plutôt comme ça et toujours avec la stabilisation interne au capteur qui est vraiment, vraiment incroyable chez Lumix. Mais pour des mouvements de suivi, si on doit marcher derrière un personnage, par exemple, ou effectivement faire un cercle, décrire un cercle autour de son sujet en restant pointé sur lui, le gimbal est un outil fantastique, quoi, vraiment. Et pour terminer, Bernard, quelle est l'importance de l'étalonnage dans le look final d'un film? Ouais, c'est que ça, là, c'est carrément déterminant. Si vous regardez, par exemple, un film qui a bien vieilli, d'ailleurs, hein, si vous regardez, par exemple, Jean Genet, ok, Amélie Poulain. Si vous regardez Amélie Poulain, on est dans un univers qui baigne entre le vert fluo pratiquement et le jaune or. Il y a des peaux parfois qui sont carrément dorées. Jean Genet a, je pense d'ailleurs, toujours collaboré avec le même Jean-Pierre Jeunet. étalonneur. Oui. Oui, Jean-Pierre Jeunet, pardon. Oui, Jean-Pierre Jeunet a toujours travaillé avec le même étalonneur pour avoir cette espèce d'identité. Que ce soit quand il a fait Alien ou Amélie Poulain, il a effectivement un process qui va être toujours le même. Alors, on a évoqué tout à l'heure aussi le Teal and Orange. Alors, le Teal and Orange, alors, il a expliqué que c'était plutôt pour rendre la visibilité au personnage. Je suis pas tout à fait d'accord. J'ai beaucoup étudié le sujet parce que c'est vraiment devenu une espèce de tendance à outrance dans le blockbuster. C'est-à-dire que effectivement, si on regarde le film là, je sais plus comment ça s'appelle, avec les voitures qui se transforment en robots, là, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Donc, Transformers, non? Voilà. Transformers, ouais. Voilà. Tout ce genre de blockbusters hollywoodiens ont poussé à l'excès la saturation teal orange, donc on a des peaux orangées et des fonds véritablement sciants, d'accord? Donc ces genres de blockbusters sont vraiment partis radicalement dans cet étalonnage-là. D'autres sont à mi-chemin entre les deux, et il faut savoir que, je vous dis, j'ai étudié le sujet, j'ai vraiment étudié le sujet, je me suis penché sur le sujet, je suis tombé sur des vidéos sur YouTube où ils ont même exploré l'aspect presque sociologique de cette approche, et en fait ils se sont rendus compte que quelque part finalement cet orange dans les peaux, quelque part dans l'inconscient, à nouveau dans l'inconscient, c'est la lumière solaire, c'est la vie, et donc quelque part c'est pas une volonté technique de dire on va faire décrocher notre sujet, il va être orange, le fond va être cyan, c'est pas ça. Il y a véritablement apparemment une résonance presque au niveau inconscient qui nous ramènerait au peintre, au travail de peinture, et qui utilisait déjà ces codes-là. Donc c'est plus subtil que de dire on va décrocher notre personnage en le mettant orange et le fond cyan, parce que sinon on pourrait très bien travailler avec d'autres couleurs complémentaires ou antagonistes. Tout à fait, on pourrait fonctionner sur une autre palette. Je croyais que c'était un hommage à la couleur de peau de Donald Trump. et à sa petite houppette là. Ouais, non. Je pense que c'est une palette de couleurs qui est véritablement flatteuse. Et pour ça, je voudrais rebondir d'ailleurs sur une notion aussi. Si vous sortez votre boîtier de la boîte, il y a de fortes chances qu'il soit en standard. Le profil standard est un profil lui aussi flatteur. D'emblée, si on fait des photographies, là je parle de photographie, avec un profil standard, on va avoir quoi? On va avoir des couleurs saturées, des couleurs très vives, un beau contraste, et le contraste est très souvent plutôt avantageux. Donc du coup, on va avoir une image qui est flatteuse d'emblée, d'accord? Et donc, il faut faire la différence en étalonnage entre ce qu'on appelle la correction de couleur et l'étalonnage. L'étalonnage, on va véritablement apporter une identité à son image. Comme je prenais l'exemple de Jean-Pierre Jeunet avec Amélie Poulain, où il a vraiment fait un parti pris. Et moi, très souvent dans mes films de mode, je fais aussi des partis pris. Les peaux sont pas blanches, j'ai du vert dans les peaux, j'ai du vert dans les ombres, et ça n'a pas d'importance. Je le fais comme j'ai envie. Ce qu'on appelle la correction chromatique, la correction de couleur, va se limiter quelque part entre guillemets, je dis pas ça de manière péjorative, mais à ramener du blanc au blanc. Le noir doit être noir, ça veut dire qu'on ne doit pas avoir de dominante dans nos noirs, on ne doit pas avoir de dominante dans nos blancs, et nos gris doivent être gris. En gros, quand je parle de ça dans des workshops ou des masterclass, j'ai plutôt tendance à
à illustrer ça par ce que j'appelle très souvent l'image télévisée. Ok, donc le journal télé, en principe, on va pas, quand on interviewe un politicien, on va pas prendre quelque part une liberté de lui faire un petit effet LUT un peu funky. Donc on va vraiment essayer de respecter vraiment les paramètres de couleur. Et donc ça, c'est l'étape de correction chromatique, donc correction de couleur, qui va se passer aussi dans le processus d'étalonnage. Mais il faut qu'on fasse une émission, Bernard, là-dessus, parce que en fait, c'est comme en photo, la colorimétrie, c'est un domaine tellement vaste, il faut qu'on prenne le temps de l'aborder. Moi, ça me passionne et je comprends aussi à quel point il faut être scrupuleux et que tu aies pu te pencher un peu plus sur ce fameux tendance de peau orange. Là. Je trouve ça hyper intéressant. Ok, on conclut le débrief là-dessus. Merci beaucoup Bernard pour toutes tes explications.